Mais néanmoins, je crois que sous l'harmonie, on peut entendre autre chose qui n'a rien à voir avec les valeurs asiatiques que la Chine aujourd'hui veut vendre à l'étranger, mais qui est l'idée qu'au fond, le réel, c'est toujours se pense en termes de polarité. L'énergie qui fait le monde se pense en termes de polarité. Un paysage, c'est de la polarité. Une chose, c'est de la polarité. Du social, c'est de la polarité. Donc pour nous, de la relationnalité. Et donc c'est cette régulation du relationnel qui est en jeu. Et l'Europe, elle, partant de l'homme, donc individuant, donc partant d'un terme unique, qui a comme correspondant ancien Dieu ou l'atome, n'est-ce pas, cette sorte d'individuation, terme premier, terme qui fait socle, eh bien serait, dans un parti pris, qui serait à reconsidérer. Mais quand, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de faire le plaidoyer pour la Chine, j'essaie simplement de faire que la pensée des droits de l'homme puisse affronter cette altérité culturelle et se remettre au travail. Nous sommes d'accord encore une fois sur l'inspiration, à savoir que les défenseurs des droits de l'homme en Occident gagneraient à être plus intelligents. Je diviserai ma réponse en deux parties. D'une part, je reviendrai très vite sur les 4 points que vous venez de soulever pour revenir sur le fond, c'est-à-dire la conception de l'universel. Est-ce qu'il est, question cruciale, est-ce qu'il n'y a qu'une modernité, est-ce qu'il y en a plusieurs? Je crois qu'il faut répondre, il n'y en a qu'une, d'abord qui s'est autodénommée telle, ce qui est important du point de vue du langage, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas des préfigurations des ancêtres, elle ne sort pas de rien, et bien évidemment que la Grèce représente un cas crucial, j'en vois pas beaucoup d'autres d'ailleurs, mais celui-là est tout à fait avéré. Comment le comprendre? Je dirais au fond, précisément, l'Occident moderne, à partir du XVIe siècle, a fait la percée que les Grecs ont échoué à opérer, puisqu'il y a en effet un moment de surgissement extraordinaire, mais qui retombe très vite, qui s'écroule, faute de trouver, si je puis dire, sa traduction institutionnelle. La particularité de l'histoire occidentale moderne est d'avoir consolidé, au travers d'une organisation collective, les dimensions de ce règne de l'homme que certes les Grecs ont entrevu, mais échoué à matérialiser. La modernité occidentale, ce ne sont pas d'abord des idées, mais c'est effectivement une manière d'être d'ensemble de la communauté humaine qui s'appelle, là aussi on peut beaucoup disputer sur les mots, mais État, qui s'appelle droit, effectivement, qui s'appelle histoire, qui s'appelle science. Quand on a toutes, et non pas comme des réalités purement intellectuelles dans le cas de la science, mais un appareil institutionnel de la science, un enseignement de la science à l'échelle de la collectivité tout entière avec tout ce que ça veut dire. Donc la modernité se définit en termes de structuration post-religieuse. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Là où les Grecs ont certes fait une percée hors de la pensée religieuse qui songerait à le nier, mais sans jamais déboucher, y compris dans l'ordre de la cité, sur une institutionnalisation et une structuration de cet au-delà du religieux. Je crois d'ailleurs, c'est votre deuxième point, je me garderai bien de me lancer dans l'entreprise ridicule qui consisterait à vous apprendre votre travail, mais qu'il y a dans la Chine, peut-être en Inde, des équivalents de ce qui s'est passé en Grèce sur le mode de l'exploitation d'une sorte de limite extrême du religieux. C'est son assimilation effectivement à la nature. Quand vous dites culture, comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'entends inévitablement, mais peut-être est-ce une distorsion occidentale, c'est un point qu'on pourrait explorer, tradition. Évidemment culture, mais quelle culture? L'autorité du passé et de l'ancestralité de ce modèle intemporel dont les alternances de la nature et ses polarités nous donnent le cadre. Donc, qu'à limite du religieux, mais religieux toujours. Un religieux sans religion, en quelque sorte. Troisième point que vous souleviez, tout à fait passionnant, et qui va dans le sens, à mon avis, de ce que j'essayais de dire pour terminer, le
les droits de l'homme sont susceptibles de plusieurs ententes. Et si effectivement on allait chercher, rien qu'en Occident, entre les différentes traditions culturelles, la manière dont ont été compris les droits de l'homme, on verrait déjà des écarts tout à fait significatifs. Vous avez tout à fait raison, human rights, ce ne sont pas les droits de l'homme tels que les Français les comprennent. Ça, c'est tout à fait clair. Mais je crois qu'on trouverait en allemand aussi un écart extrêmement significatif dans la conception du terme. Mais pour autant, est-ce le pluriel qui est en cause? Nous disons en effet les droits de l'homme. C'est un problème, si je puis dire, d'énonciation, de situation d'énonciation dans le moment où ils ont été formulés, où il s'agissait d'arracher des garanties très précises sur toute une série de points dans un cadre de l'édification d'une constitution et d'un ordre constitutionnel. Une autre notion dont nous n'avons pas parlé, mais qui est intimement liée à la fortune historique des droits de l'homme. Les droits de l'homme prennent effectivité là où ils sont en mesure de dire un ordre constitutionnel. Une notion là aussi tout à fait typique de la modernité occidentale, celle-là très largement répandue et qui a de très lourds sous-entendus au-delà de la positivité juridique qu'il faudrait expliciter. Pour autant, est-ce que les droits de l'homme doivent s'entendre en réalité au pluriel si on les ramène à leurs racines théoriques? Non. Je crois que nous pourrions dire aussi, tout à fait en occidentaux, bien ethnocentriques, le droit de l'homme. Au fond, qu'est-ce que les droits de l'homme? Le droit qui naît de l'égale liberté primitive des individus. Je crois qu'à la racine, il n'y a qu'un droit de l'homme, dont tous les autres procèdent par un processus de diffraction qui les monnaie dans différentes directions. Quatrième point que vous souleviez, la relationnalité. C'est un point tout à fait crucial, mais qui ne me paraît pas constituer une opposition. Il ne me paraît pas à la source d'un antagonisme de culture. Car qu'est-ce qu'on peut imaginer comme version chinoise des droits de l'homme? Si nous imaginons par abstraction et projection dans un futur idéal, les droits de l'homme en conformité avec la tradition chinoise et l'héritage historique qui demeurera, parce que sa prégnance est attestée, et n'a aucune raison de disparaître, une manière de comprendre cette relationnalité. Et je dirais que ce n'est pas très différent de la situation de problème où nous sommes, nous, qui est comment retrouver ce relationnel perdu, qui est tout notre problème, par l'espèce de dérive de l'entente des droits de l'homme et cet individualisme autiste dont nous sommes témoins dans l'Occident d'aujourd'hui. Alors, voilà pour mes objections, évidemment très rapides par rapport à des questions béantes, mais c'est la règle de notre petit jeu. J'en viens à la seconde partie de mon propos, rapide, sur la manière dont vous définissiez l'universel, en insistant donc sur ce caractère négatif et sur le caractère vectoriel, en quelque sorte. Mais je ne crois pas qu'il y ait de véritable opposition entre nous. Mais simplement, je vais vous faire une observation votre propos me paraît appeler un complément nécessaire. Je souscris à tout ou à peu près ce que vous avez dit. Contre l'universel de totalisation. À propos de cette abstraction qui est la force des droits de l'homme, en effet, qui veut dire cette chose très simple, abstraction, jamais les droits de l'homme ne seront une réalité positive concrète. Ça veut dire qu'on pourra toujours objecter des droits de l'homme de n'importe quel ordre social et politique reçu. Ils ne sont pas destinés à définir une manière arrêtée d'exister de la part des collectivités. Ça, c'est clair. Il y a en eux quelque chose qui interdit qu'ils se fixent dans une forme sociale enfin trouvée, qui serait la fin de l'histoire, en somme, telle que les Occidentaux d'aujourd'hui peuvent la penser.